Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous faire un petit résumé d'une interview que j'ai donnée pour le blog Harmonicom. C'est harmonie avec un y-com.fr. Et tout simplement, l'auteur du blog m'a posé quelques questions à propos du livre Le Growth Hacking que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. En effet, le livre est sorti il y a tout juste une douzaine de jours, une quinzaine de jours en fait, hein. Et elle a interviewé les auteurs, donc moi entre autres. Alors en fait, bon, on revient au début sur l'origine du projet, hein. Alors si vous suivez déjà le blog, j'ai déjà fait un article complet où j'explique en fait toute la genèse du livre, quasiment, allez, on va dire, depuis la première demande, le premier contact avec Duno, hein, qui date de 2015, de mai 2015 jusqu'à la sortie du livre le 6 septembre 2017, donc quasiment, allez, presque 2 ans, quoi, un an et demi. Et je vous raconte en fait tout les coulisses, les différents échanges, pourquoi le sujet, etc., etc. Et là, en fait, je reviens un tout petit peu sur dans cette interview-là, hein. J'explique que tout simplement, au début, on avait proposé d'écrire un livre, hein, sur le thème de vivre de son blog. Le problème, c'est qu'il y a quasiment 2 ans, 3 ans de ça, j'ai commencé à faire un repositionnement de conseilmarketing.com sur un autre sujet, sur le marketing B2B. En effet, pendant quasiment allez, 6-7 ans, c'était beaucoup vivre de son blog, où j'expliquais un petit peu comment je faisais. Et puis, je me suis aperçu que cette thématique était quand même beaucoup moins intéressante parce que il y a beaucoup de gens qui parlent sur comment vivre de son blog. Ça a plus beaucoup d'originalité. En plus, je suis consultant et salarié en même temps. Donc, en fait, c'est pas vivre de son blog parce que j'ai un boulot de salarié en même temps, même si je gagne bien ma vie en tant que blogueur également. Donc, je voyais pas trop la légitimité là-dessus parce que, bon, comme je disais, j'ai pas l'activité à 100% vivre de son blog. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vivre de son blog, c'est pas ça. Un blog, c'est un business, c'est un outil pour vivre, et c'est pas un blog en fait qui est le business. Le blog est juste un outil pour y arriver. Donc ça c'était la première chose. Donc un sujet sur lequel j'étais pas forcément hyper légitime, même si quand même à travailler grosso modo 1 à 2 heures par jour, j'arrive quand même à faire pas mal de chiffre d'affaires sur le blog. Deuxième chose, c'était tout simplement que mon repositionnement était sur le marketing B2B, puisqu'en fait cette cible-là est quand même beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile à convaincre, il y a beaucoup moins de monde, c'est plus ma spécificité, etc., etc. Donc c'est un sujet qui me passionnait beaucoup plus. Je vous conseille aussi, vous, si vous avez un site internet, un blog, même n'importe quel type de produit, de bien positionner votre offre. N'essayez pas d'avoir un sujet trop généraliste, n'essayez pas en fait d'avoir des sujets qui ne sont pas très porteur parce que moi je vois toutes les personnes qui sont sur Vive de son blog. Le problème c'est qu'en fait il s'adresse beaucoup à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui veulent justement vivre de leur blog et qui n'ont pas au début des moyens financiers pour investir dans des formations, dans le coaching, dans des consulting, et c'est souvent compliqué pour eux de vivre, et c'est pour ça en fait que souvent pour vivre correctement dans le domaine du blogging il faut vendre des formations à 300-400 euros minimum. Bien sûr il faut avoir des produits d'entrée de gamme, mais souvent il faut avoir ce montant là, et puis très rapidement, il faut rendre de la prestation de service. Autrement, on a du mal à gagner correctement sa vie. Et quand on a fait un gros volume à ce moment-là, qu'on a un business scalable, qu'on a une bonne mailing list, qu'on a une bonne audience, là, ok, on peut se contenter en fait de faire un peu plus de blogging, moins de produits chers, moins de consulting, etc. Parce que je dis toujours qu'il faut éviter de vendre son temps. Quand on est freelance, quand on est consultant, il faut vraiment essayer d'éviter de vendre son temps, autrement vous allez toujours emmerder pour deux sujets. Le premier, c'est que vous serez toujours à la recherche de nouveaux prospects, parce que vendre son temps, une fois que la personne a pris le consulting, etc., c'est fini. Et la deuxième chose, tout simplement, vous êtes limité à vos 24 heures dans la journée, et vous ne serez jamais dans une optique d'avoir un business scalable. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à contourner le problème. Alors bien sûr, un des moyens, hein, c'est de créer un blog, créer une formation vidéo, vendre un bouquin PDF, etc., etc. L'autre moyen, c'est d'être scalable en recrutant des gens, ou comme l'a fait par exemple Gabriel d'une minute 30, qui a créé une franchise et qui s'assure en fait de la qualité des prestations effectuées. Voilà. Donc en fait, on peut quand même y arriver, hein, dans un job de prestation de service, à faire quelque chose qui peut monter en puissance, et on ne vend pas son temps, mais c'est compliqué. Moi je dis toujours à des consultants
consultant, essayez toujours de vendre une mission avec du récurrent. Alors du récurrent, c'est pas forcément un an, hein, vous n'allez pas vendre un an de prestations tous les mois, mais une fois que vous avez vendu votre prestation, faites un suivi régulièrement, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et vous dites, bah voilà, et je vous vends en plus comme ça, c'est pour être sûr que tout soit mis en place, etc. etc. Donc c'est super important, autrement vous serez toujours la chasse de prospects, de nouveaux clients, et c'est épuisant, et c'est très compliqué, ça fait souvent des activités en V ou en W, c'est-à-dire que, ou plutôt en V en fait d'ailleurs, vous avez une forte activité, ensuite le client est parti, il faut que vous retrouviez un autre client, vous avez une forte baisse, et ensuite vous avez une nouvelle activité, puis ça c'est une forte baisse, tac, 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 tac. C'est ça qui est en fait le problème souvent chez beaucoup de consultants, c'est vraiment cette activité en V. Alors, donc pour revenir au livre, donc tout simplement, moi j'avais choisi donc de me repositionner sur le marketing B2B, donc le vivre de son blog ça m'intéressait pas, puis j'ai proposé un sujet qui me passionnait en fait, c'était tout simplement le growth hacking. Alors, en fait, c'était un sujet qui n'était pas trop à la mode à l'époque, hein, c'était vraiment le début en 2015, mais ça répondait un petit peu à ma philosophie qui était l'efficacité maximale, c'est-à-dire qu'en peu de choses, en peu de temps, avec peu de moyens, on peut faire vraiment des choses exceptionnelles. Il faut juste réfléchir un peu, casser les codes, etc., etc. Voilà. Et puis bon, ça m'intéressait aussi parce que un livre en fait, papier, ça a vraiment le mérite de créer de la crédibilité, créer de la notoriété. Et c'est vraiment compliqué parce que actuellement, un simple e-book, hein, un livre blanc, des vidéos YouTube, des articles de blog, ça suffit plus. Malheureusement, force est de constater que si on ne crée pas l'événement, si on ne crée pas un truc qui est original, soit qualitativement, soit quantitativement, on a du mal à sortir du lot. Et moi, j'en ai sorti à un moment beaucoup de livres, hein. J'étais quasiment arrivé à un e-book par mois. À un moment donné, je me suis fait un petit challenge. C'était des compilations d'articles existants sur le blog, hein, qui étaient après remis en forme, etc. Mais grosso modo, j'arrivais à sortir un bouquin par mois. Et c'est vrai que ça a eu un effet intéressant, mais ça n'a pas, surtout sur la conversion du site, hein, parce que c'était ça aussi l'intérêt, c'était d'essayer de créer des e-books gratuits sur des thématiques qui étaient très rechargés sur le site pour pouvoir convertir les personnes qui lisaient justement les articles qui étaient à fort trafic sur mon site internet. Donc ça c'était très bien. Mais en fait après, le truc c'est que ça ne vous crée pas une notoriété. En tout cas pas suffisamment. Tandis que là avec le bouquin, vraiment j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus soit spontanément me voir en me disant ouais t'as sorti un bouquin c'est génial, et moi ça m'a permis d'aller voir d'autres personnes et tout simplement d'aller faire plus de trafic. Donc vraiment c'est intéressant. Le bouquin papier chez un éditeur connu, c'est vraiment un bon levier. Après vous pouvez le faire également en autopublication, par exemple avec Amazon, hein, qui permet de faire l'autopublication avec Amazon KDP. Vous tapez Amazon KDP, hein, sur internet, hein. Et donc là, vous pourrez en fait publier vous-même votre livre. Ça coûte quelques dizaines d'euros. C'est pas très cher et ça permet déjà de faire un premier pas. Voilà. Alors le deuxième point, c'est comment avez-vous fait pour choisir le titre, créer le contenu, etc. En fait, c'est simple. Le sujet, comme je le disais, c'était un sujet qui m'intéressait, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais un peu m'approfondir sur le sujet parce qu'il y a plein de choses assez contradictoires sur le growth hacking à l'époque, hein, il y a 2-3 ans. Beaucoup de gens disaient, bah voilà, le growth hacking, c'est spammer, c'est faire des techniques un petit peu black hat, comme on dit dans le référencement naturel, c'est des trucs un petit peu illégaux, etc., etc. Et puis en fait, moi, quand je m'intéressais à ça, je voyais qu'il y avait comme d'autres aspects. Il n'y a pas que ça. C'est surtout une méthode en fait qui permet d'aller structurer sa croissance avec un tunnel des ventes, le tunnel AR, etc., etc. Donc en fait, voilà, le bouquin me permettait d'aller toucher un nouveau public et en même temps de pouvoir moi aussi me monter en compétence là-dessus parce que quand on écrit un bouquin, il faut faire de la recherche documentaire, il faut penser à ses connaissances, etc., etc. Voilà. Et c'était un peu ce que j'avais fait il y a 6-7 ans que ça. J'avais eu en fait une grosse sanction Google, hein, parce que à l'époque j'avais vraiment une suroptimisation SEO que j'avais faite un peu à la mode bourrin, et j'avais une petite sanction de Google où j'avais perdu quand même un peu de trafic, et ainsi j'avais récupéré pas mal de mon trafic en faisant en fait, j'avais pas un squat, mais en tout cas en essayant d'être très présent sur le mot-clé Community Manager, parce qu'il y a quelques années de ça c'était vraiment un mot-clé qui était très recherché, et j'avais fait toute une série d'interviews de Community Manager, j'avais sorti des livres blancs, et bam, ça m'avait tout simplement permis de surfer sur un thème à la mode, toucher des influenceurs, aller toucher un nouveau trafic, et
toucher un nouveau public. Et depuis, hein, je continue toujours puisque je co-anime le groupe Les Community Managers francophones. Hein, c'est un groupe qui fait plusieurs milliers de personnes et c'est vrai que c'est un moyen pour moi de fédérer une communauté et même si je m'en sers plus comme promo, bah, ça me permet quand même d'avoir comment dire une visibilité sur ce sujet. Voilà. Alors, quel regard portes-tu sur cette expérience? Eh ben, en fait, tout simplement, ça c'est une question qui est vraiment intéressante parce que autant j'ai sorti des bouquins e-book PDF très simplement, autant le bouquin papier est plutôt complexe et vraiment prend du temps. Moi, je l'estimais à peu près à une semaine de travail temps plein, c'est peut-être même un peu plus, j'étais un petit peu optimiste, et faut dire que la méthode d'écriture n'est pas les mêmes, parce qu'en fait, en e-book, bah, souvent, qu'est-ce qui m'arrive, moi, c'est que je prends des articles de blog, je les copie-colle, ou alors j'écris au kilomètre, et puis je rajoute des images, tac, 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 c'est très optique blog, donc en fait, je dégouline de contenu. Il n'y a pas de limite, etc., etc. Sur papier, il faut au contraire soigner la concision, c'est-à-dire que c'est plutôt une phrase qu'on dirait en un paragraphe dans un bouquin PDF, il faut faire vraiment en une seule phrase. En plus, il faut rajouter de la pédagogie. C'est-à-dire que, bon, généralement sur un site internet, moi je m'embête pas à utiliser des termes plutôt français, je m'embête pas à les expliquer. Tandis que là, dans le bouquin, bah, faut vraiment tout expliquer, il faut être pédagogique parce que il y a plein de gens en fait qui n'ont pas votre niveau, qui n'ont pas de niveau et donc forcément il faut être beaucoup plus simple. En plus, il y a l'aspect ludique, l'aspect entraînement, l'aspect checklist. Si vous regardez mon bouquin, il y a des checklists, il y a des exemples, il y a des cas pratiques, il y a des fiches pratiques, etc., etc. dedans. C'est juste une mise en forme de contenu, mais ça permet tout de suite d'avoir beaucoup plus de dynamisme. Voilà. Donc c'est un effort qui est beaucoup plus important quand on écrit un livre papier que quand on écrit un livre PDF. En même temps, c'est assez formateur parce que le fait d'avoir un cadrage comme ça permet ensuite de garder le bon réflexe et de s'adresser en fait à tout le monde parce qu'il y a des gens qui veulent en fait quelque chose où c'est un cas pratique, des gens qui veulent aller à l'essentiel, des gens qui veulent avoir une checklist, etc., etc., etc. Voilà. Donc il y a l'écriture qui change un petit peu, mais après je pense que le plus long et ce qui est vraiment différenciant, c'est le temps de relecture. Parce qu'en fait, moi je l'ai lu au moins 4-5 fois le bouquin, entre la première version, le remaniement, le re-remaniement, la réduction des textes, la réduction finale, etc. etc. Et à chaque fois, au début je mettais 3-4 heures pour lire le bouquin, après je suis passé à 2 heures parce que bon, c'était pas possible de tout lire comme ça en non-stop. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai passé autant de temps à écrire qu'à lire le bouquin, lire et relire le bouquin. Voilà. Alors, autrement, une autre question, c'est pourquoi je devrais l'acheter si je suis un lecteur potentiel, pourquoi ce bouquin est intéressant. En fait, moi je dirais qu'il y a trois gros points forts. Le premier, en fait, c'est que ben, le bouquin il s'adresse aux gens qui connaissent rien au marketing, qui sont des entrepreneurs, des start-upers, etc., etc. Puisqu'en fait, on a une méthode en 8 semaines qui permet vraiment de passer de A à Z avec les bases, qu'on soit quelqu'un qui veut se lancer dans une activité ou quelqu'un qui veut monter sa start-up, etc., etc. Vraiment, on passe du début jusqu'à la montée en puissance, ainsi on peut prendre son temps, voir un petit peu où on en est, puis on peut même choisir des chapitres. Ça, c'est vraiment c'est comme ça que j'ai conçu le bouquin, moi. Le plan, je l'ai fait vraiment comme ça, en se disant, voilà, c'est une progression, on commence par les bases, et puis on monte et on monte en puissance. La deuxième chose que moi j'ai essayé de faire dans ce bouquin-là, c'est que j'ai essayé de mettre des cas pratiques. C'est-à-dire que j'ai mis au moins, je vais pas dire toutes les pages, mais quasiment sur toutes les pages, j'ai donné des petites astuces, des petits conseils, des retours d'expérience, etc., etc. J'ai essayé de ne pas faire un bouquin théorique. D'ailleurs, vous ne verrez pas dans le bouquin un historique du growth hacking. Vous verrez peut-être une définition qui sera assez rapide, mais vous ne verrez pas d'aspect trop académique parce que moi ça m'emmerde. Et puis de toute façon, le growth hacking, la philosophie, c'est pas d'aller dans le blabla, c'est d'aller dans l'efficacité. Voilà. Et le troisième point que j'ai essayé de mettre dans ce bouquin, c'est de mettre en fait une formation vidéo avec un club privé. Et j'ai inclus 5 heures de formation vidéo parce que les gens n'achètent pas un bouquin pour acheter un bouquin, les gens ils achètent un bouquin pour apprendre quelque chose. Or en fait, ben, c'est vrai que c'est bien de lire un bouquin, mais c'est quand même mieux de voir quelqu'un qui le fait en face de vous en live en direct. Et donc en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette partie formation vidéo, ce que j'appelle moi du coaching on est plutôt sur d'optimisation d'un business existant. C'est-à-dire que je dis, bah voilà, il y a un site internet, voilà la problématique, voilà comment on va faire, et voilà les premiers résultats. Alors c'est un truc assez rapide, en 5 heures, on peut pas non plus faire de miracle, mais vous verrez, c'est assez sympa. Voilà. Alors au niveau des extraits, bah, j'ai mis un petit extrait du livre en montrant un plan d'action à chaque fin de semaine. Il y a un petit plan d'action qui dure à peu près, allez, on va dire 2-3 jours maximum en temps. Hein, on peut bien sûr les répartir sur plusieurs journées, mais c'est quand même intéressant. Voilà. Alors,
Après, une question qu'on me pose, c'est le growth hacking, c'est inconnu de la plupart des TPE. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Alors, le growth hacking, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est tout simplement mettre en place une stratégie structurante visant à obtenir une croissance forte et rapide en détournant le système pour un résultat maximal avec un minimum de moyens. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais auparavant, l'efficacité maximum avec une méthodologie. Alors à l'origine de tout ça, il y a tout simplement les startups américaines qui ont appliqué au marketing et à l'ensemble de l'activité les méthodes agiles, c'est-à-dire des cycles de développement très très courts, une mesure de ROI, un choix de ce qui est plus efficace, etc., etc. Et souvent, en fait, ça passe par le tunnel AR. Le tunnel AR, c'est tout simplement modéliser son activité, c'est-à-dire son business, selon un tunnel, acquisition, activation, rétention, recommandation et augmentation des revenus. Donc ça, c'est grosso modo les 5 étapes, sachant qu'après on peut enfin, moduler ce tunnel, hein. Par exemple, la recommandation, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, mais c'est même l'activation, c'est pas forcément l'activation. On pourrait dire l'activation, c'est les gens qui, par exemple, lisent une newsletter, etc., etc. Donc, il faut adapter ce tunnel à son activité, et grâce à ce tunnel, en fait, on sait où on doit agir en priorité. Et souvent, en fait, la priorité, c'est pas d'aller chercher plus de prospects, c'est déjà essayer de convertir plus efficacement les prospects qu'on a générés en clients. Voilà. Et pour quelqu'un qui est TPE, PME, start-up, freelance, etc., c'est intéressant parce que le modèle AR m'a permis en fait comme ça de structurer ses choix et de savoir où on va agir et d'avoir le bon réflexe, d'avoir des indicateurs et d'avoir quelque chose d'écrit. Voilà. Après, l'autre mot dans growth hacking, c'est hacking. Et c'est souvent en fait le mot que les gens euh, retiennent le plus parce qu'en fait, ils se disent ouais, hacking, on va piquer des emails, on va spammer les forums, etc. etc. Ça, en fait, c'est vraiment l'aspect sombre et l'aspect pour moi qui est comme le moins intéressant parce que c'est souvent illégal. Certes, on peut être astucieux, certes, on peut les détourner un petit peu les codes, mais on n'est pas là non plus pour faire quelque chose qui est complètement hors la loi. Avec le growth hacking, par contre, on peut être vraiment créatif, on peut être original. Et surtout, on va aller chercher les prospects où ils sont, et souvent ils sont chez les concurrents. Et donc c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on va aller faire sa croissance sur le dos de quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est Airbnb au départ qui a utilisé Craigslist, hein, qui était l'équivalent du Bon Coin, pour aller recruter les gens qui passaient une petite annonce pour louer un appart. Ils ont mis en place un moteur pour aller les contacter automatiquement et leur proposer direct d'aller annoncer sur le site Airbnb. Alors après Airbnb, il y avait aussi le fait qu'ils ont fait des jolies photos, etc., etc. Mais au départ, une des clés de leur succès, c'est d'aller pomper le trafic là où il était. Voilà. Un dernier point qui était la dernière question qui m'a été posée, c'est quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'un livre professionnel? Alors, moi, s'il y a vraiment un conseil qui est important, c'est travailler votre plan détaillé. Que ce soit pour un roman, que ce soit pour un livre blanc, que ce soit pour une formation vidéo, que ce soit pour un bouquin, etc., etc. Travaillez votre plan détaillé. Allez quasiment, je dirais pas jusqu'à l'exemple, mais presque. Là, je vous montrerai pas mon plan détaillé pour le growth hacking, mais en fait, c'est un fichier Google Sheet, hein, c'est un fichier qui est sur Internet parce qu'on était plusieurs à travailler dessus. Et tout simplement, je vais détailler, voilà, semaine 1, on va voir ça, ça, ça et ça. Et ensuite, tel exemple, ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir des parties homogènes, ça permet d'avoir un parcours qui évolue, on passe d'une étape A à une étape B. D'ailleurs, c'est ce que vous devez vendre. Les gens n'achètent pas un bouquin sur une méthode, ils achètent en fait une solution à un problème. Ils veulent passer d'un état A à un état B, et en étant bien sûr mieux dans l'état B que dans l'état A. Donc c'est comme ça en fait que, par exemple là, le growth hacking, 8 semaines pour doubler votre nombre de prospects, c'est ça en fait. Je passe d'un état A à un état B. Un état A, j'ai 100 prospects, un état B, j'ai 200 prospects. Et c'est en 8 semaines. C'est comme ça que j'ai écrit le bouquin, c'est comme ça que j'ai écrit la méthode, c'est en essayant de vendre un changement d'état. Donc vous devez comme ça avoir un cheminement qui va être logique. Donc passez du temps là-dessus, ça vous permettra après de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut enlever, et d'avoir des parties un peu plus homogènes et pas avoir des grosses parties, regrouper les choses et tout ça. Et c'est également intéressant pour mesurer le temps que vous allez mettre pour écrire le bouquin. Moi en fait, la première fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une semaine et j'ai écrit sur les 8, hein, bien entendu, et j'ai passé, je crois que c'était une journée complète à écrire une semaine.
Voilà, je crois que c'était à peu près ça, hein. Et donc je me suis dit, bah voilà, si j'ai une journée pour écrire une semaine, et bah tout simplement pour écrire 8 semaines, ça sera 8 journées. Donc c'est pour ça que ça représente 8 jours de travail. Sachant que ça c'est la partie écriture. Après il y a, comme je disais, la partie relecture, recherche des informations, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Donc c'est ça vous permet vraiment de mesurer le travail. Et moi ça m'est arrivé. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans le bouquin. Dans le bouquin en fait j'ai supprimé des chapitres parce que c'était trop long. Je me disais mais j'arriverai jamais à écrire tout ça. Puis c'est là que quand on voit tout le chapitre, hop, on resserre, on réduit et c'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle le syndrome Pénélope. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome Pénélope, hein? C'est dans l'Iliade et l'Odyssée, si vous vous souvenez, hein, la femme d'Ulysse qui était restée l'attendre. Et ben, tous les matins, elle défaisait sa toile en fait qu'elle était en train de faire tous les jours. Et ben, en fait, c'est pareil quand on écrit un bouquin. Souvent, on a tendance à relire toujours les 50 premières pages et on les modifier un mot, etc., etc. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous écrivez un livre, vous devez passer d'abord du temps à écrire. Ne faites pas de l'écriture et la reformulation et de la mise en page en même temps, vous allez perdre trop de temps. Écrivez au kilomètre, écrivez non-stop. Vraiment tapez au clavier tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans revenir en arrière, sauf quand c'est vraiment pas compréhensible, etc. Mais tapez un maximum. Et ensuite, vous allez pouvoir passer du temps en relecture, en mise en forme, etc. Mais c'est super important de rester concentré là-dessus et pas s'arrêter. Voilà. Ensuite, le troisième point, c'est tout simplement penser à la promotion. Parce que écrire un livre, c'est pas le plus compliqué. Et souvent, en fait, les gens se disent ok, j'ai sorti mon bouquin, maintenant je le vends. Or, le problème, c'est la promotion. Et par exemple, là, dans le cadre du livre, hein, j'ai quand même pas mal de choses que j'ai fait, même si j'ai pas respecté mon plan de lancement. Bah, c'est un teaser, c'est expliquer avant comment ça se passe. C'est un teasing de lancement, de relancement, aller voir sur les influenceurs, travailler sur sa liste, mettre de l'émotion, etc., etc. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Et puis autrement, bah, quelques mots sur ce qu'ont dit Grégoire et donc Olivier Jasinski, hein. Ce livre était vraiment un projet collaboratif parce qu'on a travaillé quasiment que à distance. On a été mis en relation entre Grégoire et moi avec justement Olivier Jasinski. Et donc en fait, bah, on a beaucoup travaillé sur le plan et grâce au plan, grâce aux fichiers partagés sur Google Docs et pouvoir travailler ensemble sur les parties, comme ça on voyait exactement ce qu'avait fait l'autre, on pouvait retravailler le texte pour que tout se retrouve à peu près de la même façon. Voilà. Autrement, donc, bah voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment important, c'est ce que dit Olivier, hein, c'est pouvoir en fait avoir un texte qui n'est pas trop technique, avoir un truc qui est utilisable par tout le monde, mais avec quand même des astuces. Ensuite, il y a aussi Olivier qui a utilisé une petite astuce, c'est de faire de la dictée vocale, parce que taper au clavier, c'est quand même long, tandis que si on dicte enfin, via un Google Docs, hein, qui intègre une fonction de dictée vocale, ou via un Dragon Natural Speaking, c'est des logiciels de reconnaissance vocale, on arrive en fait à faire tout ça. Voilà. Donc ça c'est des choses intéressantes à voir. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir en fait l'interview que j'ai donnée, dont je vous ai fait une synthèse, et vous aurez en bonus l'interview de Grégoire Gambato, le co-auteur du livre, et ensuite Olivier Jasinski qui a écrit un chapitre dans le livre Le Growth Hacking. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous allez donc sur le blog harmonie avec un y-com.fr, vous verrez l'article et vous aurez même un lien pour acheter le bouquin sur Amazon avec ces fameuses 5 heures de formation vidéo. Allez, à vous de jouer. Ciao ciao.